Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie beaucoup les organisateurs. Je ne vais pas les citer tous parce que j'en ai oublié. Ça va faire des gaffes terribles. J'étais content de voir Philippe, que je connaissais bien et que j'avais pas vu comme ça des visus. Donc, moi j'étais pneumologue au CHU. J'ai créé la consultation de Tabaco en 1989 et je me suis vite orienté à ma retraite vers la psychiatrie, la tabacologie en psychiatrie. Mais il me reste quelques souvenirs de pneumologie quand même. Donc vous avez mon mail Mike, je me suis donné un petit truc rigolo. Comme ça, si vous avez des PDF qui sont cités à la fin, me demandez, je vous enverrai un petit mail en disant veuillez trouver 6 juin, si c'est plus loin juin, les PDF demandez. Il y avait un jeu de mots. Hein. Non, Alors, la différence entre les joints et la cigarette de tabac en termes de consommation, les joints sont souvent mélangés à du tabac, en France en tout cas, c'est pas toujours le cas en Nouvelle-Zélande. Donc, ils sont fumés sans filtre en général, et les mégots sont plus courts, ce qui fait que la fumée est plus chaude et va être plus irritante pour les bronches. Après, on va retrouver des critères qu'on retrouve chez les fumeurs de crack. C'est des bouffées plus importantes, une inhalation plus rapide, une durée de rétention pulmonaire plus longue, avec souvent une apnée de fin d'inhalation qui est 4 fois plus longue, pour mieux profiter du produit puisqu'il coûte cher. Et parfois, c'était surtout décrit chez les fumeurs de crack, ils font des manœuvres de Valsalva, qu'on connaît tous en exploration fonctionnelle respiratoire, mais aussi de Muller, que je ne saurais pas vous décrire, mais il paraît que ceux qui font des plongées sous-marines connaissent bien. C'est pour garder le maximum d'air pendant le plus longtemps possible dans ses alvéoles. Je ne saurais pas du tout la faire. Et ça permet évidemment de profiter au mieux de son produit, d'augmenter l'absorption des cannabinoïdes dans les alvéoles pulmonaires. J'ai l'impression que plus un produit coûte cher, plus les consommateurs font ces manœuvres-là. On trouve rarement chez les fumeurs de tabac, sauf peut-être les précaires. Il faudrait étudier ça. Les conséquences de tout ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, il y a une augmentation des turbulences dans les voies aériennes, c'est de la physique compliquée, avec une impaction des constituants de la phase particulière de la fumée au niveau des grosses bronches, au niveau des grosses voies aériennes. Ça va être un peu une particularité pneumologique des joints, c'est de s'impacter surtout au niveau des grosses voies aériennes et pas des voies aériennes distales. Et puis une augmentation du temps de contact de la fumée avec la muqueuse bronchique, puisque quand on fait une apnée, une rétention, le temps de contact augmente. J'ai mis les références en bas. D'autres conséquences, c'est que la biodisponibilité du THC va varier selon la technique d'inhalation, de 18 à 50% selon la technique utilisée. On va avoir une augmentation des taux de monoxyde de carbone expiré et de la carboxyhémoglobine qui va ensemble. Et c'est souvent comme ça que mes débuts de consultation avec les fumeurs de joint, quand j'avais un taux de CO à 10h du matin ou à 9h du matin très élevé, on pensait tout de suite à un fumeur de joint s'il était jeune et puis un petit look un petit look un petit peu jamaïcain. Non, je blague. Donc on apprenait aux externes, hein, si le CO est expiré, faites attention, c'est peut-être un fumeur de cannabis. Augmentation aussi du taux de rétention pulmonaire des goudrons. Ça, on va voir les conséquences après, même si c'est discordant. Ce qui dit goudron dit cancer. Hein. Donc une étude faite en Nouvelle-Zélande, publiée par Aldington, où en Nouvelle-Zélande, ils fument surtout du cannabis sans tabac, le plus souvent. Il a fait une équivalence, cet auteur, hein, qui ne regarde, qui concerne que lui, c'est qu'un joint, cannabis plus tabac, équivaudrait à 2,5 à 3 cigarettes de tabac, certains disent jusqu'à 4, en termes de conséquences sur la santé pulmonaire. Donc tout ça, ça a l'air de se présenter mal. On va voir après qu'il faut nuancer. Et un joint de marijuana fumé pur, sans tabac, équivaudrait à 3 à 4 cigarettes de tabac, c'est encore pire. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des études discordantes pour le cancer du poumon. Alors maintenant, la bronchite chronique, qui n'est pas pareil que la BPCO, la bronchite chronique obstructive qu'on verra tout à l'heure.
Là, c'est la bronchite chronique, qui est un terme un peu oublié, mais qui revient à la mode. Une méta-analyse récente, qui est citée en bas, je ne me hasarderai pas à prononcer le nom de l'auteur, montre que l'usage actuel de cannabis est associé à la bronchite chronique. Donc ça, c'est un fait avéré, avec, vous voyez, les risques relatifs de la toux, surtout, toux expectoration, et puis sifflement thoracique, puis un petit peu moins de dyspnée. Donc les symptômes sont similaires à ceux des fumeurs de tabac, qui font la bronchite chronique aussi, mais le seuil d'apparition est plus bas, et les patients sont plus jeunes. Maintenant, la BPCO, en fait, c'est une bronchite chronique obstructive. La caractéristique de la BPCO, c'est le O de obstructif, et son caractère chronique aussi. Là, j'ai rappelé la définition. La BPCO, c'est les symptômes respiratoires chroniques qu'on a vus tout à l'heure, associés à une obstruction bronchique permanente qui est définie par convention par un rapport de Tifno, un VMS sur CV, inférieur à 0,7, mais qui persiste après bronchodilatateur, contrairement aux asthmatiques classiques. Après bronchodilatation, ça se normalise. Donc, si le risque de BPCO est bien établi chez les fumeurs de tabac, une méta-analyse chez des fumeurs exclusifs de cannabis ne retrouve pas de déclin accru du VMS. C'est un grand critère d'évolution de la bronchite chronique et de diagnostic. Il n'y a pas de déclin accru. Alors cependant, quand on augmente les doses ou la durée, on verra que c'est pareil pour le cancer du poumon, le risque de BPCO est augmenté chez les gros fumeurs de cannabis, supérieur à 20 joints année. Donc de même qu'on parle de paquets année pour le tabac, on va parler de joints année pour le cannabis. Pour les joints, un joint année, c'est un joint fumé par jour pendant 1 an, par définition. Et c'est aussi valable chez les consommateurs âgés. Et d'autre part, quand on fait des explorations fonctionnelles respiratoires, on voit que la fumée de cannabis diminue la conductance des voies aériennes, et de façon plus simple, c'est l'inverse. Conductance et résistance, c'est l'inverse l'un de l'autre. Il y a une augmentation des résistances des voies aériennes, mais là encore, davantage au niveau des grosses voies aériennes et pas tellement celles des petites voies aériennes. L'emphysème pulmonaire, qui est maintenant souvent regroupé avec la BPCO, les études épidémiologiques ne retrouvent pas d'association entre usage de cannabis et emphysème pulmonaire, mais la proportion de zones d'emphysème, avec diminution de la densité pulmonaire à la TDM thoracique, faible dose, c'est mieux pour le patient, mais cette diminution de la densité est plus importante chez les fumeurs exclusifs de tabac et chez les fumeurs mixtes, tabac-cannabis, que chez les jamais fumeurs, mais il n'y a pas de différence significative entre les fumeurs exclusifs de cannabis et les jamais fumeurs. Donc en fait, on a l'impression que le cannabis seul ne donnerait pas d'emphysème, mais l'association avec le tabac va majorer l'emphysème du fumeur de tabac. Là, je vous ai mis quelques aspects tomodensitométriques. À gauche, c'est vraiment des bulles géantes, c'est tout ce qui est noir, il n'y a que de l'air, il n'y a plus de parenchyme pulmonaire. C'est bilatéral. Et puis à droite, c'est plutôt des petites bulles qu'on voit du côté droit, c'est-à-dire le poumon droit, c'est-à-dire à gauche pour vous, vers le paravertébral et postérieur. Donc il se passe comme s'il y avait un effet toxique cumulatif du tabac et du cannabis sur le risque d'emphysème pulmonaire. L'asthme maintenant. Alors, on sait que la fumée de tabac a un effet bronchodilatateur à court terme. Donc, certains jeunes asthmatiques pourraient être tentés de fumer un joint pour dilater les bronches. Mais ça a le même effet que la salbutamol, ventoline ou autre. Donc, aucun intérêt d'utiliser ça pour dilater ses bronches quand on est asthmatique. Et la prévalence des sifflements thoraciques est augmentée chez les fumeurs mixtes, mais aussi chez les fumeurs exclusifs de cannabis. Donc chez les jeunes asthmatiques, quand même, il est vivement recommandé de prendre en charge l'arrêt de tabac-cannabis. Cannabis seul, c'est rare en France. S'il y a un sevrage, s'il y a l'arrêt de la consommation de cannabis, c'est associé à une diminution de la prévalence des sifflements,
thoracique, hein, qui devient cette prévalence identique à celle des sujets jamais fumeurs. Donc, au moins, c'est payant. C'est pas toujours le cas du cancer du poumon. Les gens qui arrêtent 20 ans après, ils font un cancer. Donc là, c'est payant rapidement. Alors, une étude menée en Nouvelle-Zélande, toujours l'équipe d'Aldington, hein, montre une association positive significative entre consommation exclusive de cannabis et développement d'un asthme après l'âge de 16 ans. Enfin, chez les asthmatiques fumeurs de cannabis, au cours des 12 derniers mois, la délivrance par les pharmaciens de médicaments de l'asthme, bêta-2 adrénergiques, type Ventoline ou celle de longue durée d'action, ou de corticoïdes inhalés était plus importante comparativement à ceux qui n'avaient jamais fumé de cannabis. Alors les pneumopathies infectieuses, on n'en parle pas très souvent, mais la fumée de cannabis augmente le risque d'infection pulmonaire. Il y a plusieurs causes à cela. L'inflammation de la muqueuse bronchique qui va, pour résumer, en fait, dégrader l'escalator mucociliaire qui fait remonter les particules depuis les alvéoles vers le pharynx, le larynx ou ses déglutis. Donc c'est notre système d'épuration bronchique qui va être altéré. On sait que ça existe chez les fumeurs de tabac aussi. Augmentation du nombre de macrophages alvéolaires. Donc, on se dit augmentation, c'est bien, mais ils sont pas fonctionnels, ils marchent pas bien, ils marchent de travers. On fait des lavages broncho-alvéolaires de ces patients-là. Il y a une diminution de leur fonction phagocytaire et bactéricide, et c'est pour ça qu'ils sont là, les macrophages. Donc, ils sont nombreux, mais ils font rien. Ils sont en grève. Diminution de la synthèse des cytokines de défense antibactérienne, comme l'interleukine 5 ou l'interféron gamma. Et l'immunodépression des fumeurs de cannabis serait liée à la fixation du THC sur des récepteurs cannabinoïdes CB1, CB2 qui sont exprimés sur les cellules immunes. Toujours les pneumopathies infectieuses. On a souvent chez les fumeurs de cannabis des pneumopathies infectieuses avec Aspergillus fumigatus, aspergillose pulmonaire invasive, ou légionellose due à Legionella pneumophila. Et bien entendu, elles affectent le plus souvent des sujets immunodéprimés, dont les VIH positifs, ce qui est logique. Alors un petit mot sur ces fameuses EVALI qui ont fait tant parler d'elles, et puis ensuite on n'a plus entendu parler parce qu'il y a eu la Covid. C'est survenu quelques mois, 6 mois avant la Covid. En 2019, et quasiment que aux États-Unis, il y a eu des cas de pneumopathie, dont certaines étaient mortelles, et on a accusé la cigarette électronique de tous les maux. Il y a eu plein d'articles disant il faut arrêter, la FDA a dit il faut arrêter les cigarettes électroniques. Donc en fait, c'était un détournement de l'usage de la cigarette électronique, avec souvent des produits achetés dans la rue, de mauvaise qualité, et surtout mélangeant, pour des raisons d'absorption pulmonaire, parce que la vapeur de la cigarette électronique, c'est pas la même chose que la fumée de tabac. Le THC devait être mélangé à une substance huileuse, en conséquence, ici, l'acétate de vitamine E, et on sait que le poumon a horreur des lipides. On le savait depuis très longtemps, lorsque les infirmières, le soir, donnaient aux papis, à mamie, de l'huile de paraffine, bien allongée, comme ça, il y avait des fausses routes pendant la nuit. Et nous, on était appelés pour faire des lavages alvéolaires, pour aspirer l'huile de paraffine dans les bronches. Chez des gens âgés, ça se terminait souvent très mal, parce que c'était pas très bon. Alors on connaissait ce truc-là, puis ça avait été un peu oublié. Donc il faut rappeler qu'il n'y a pas de risque avec une cigarette électronique achetée en boutique, de bonne qualité, avec les normes AFNOR et CE, et respect des règles d'utilisation, changer sa résistance régulièrement, vérifier que le réservoir est toujours, n'est jamais vide. Sinon on a le dry puff, la bouffée sèche, avec un goût de brûlé dégueulasse dans la bouche. Et ne pas bidouiller, ne pas bricoler sa cigarette électronique, ne rien ajouter au liquide. Donc, il a fallu 1 an d'enquête pour s'apercevoir que ce n'était pas la cigarette électronique elle-même, mais son détournement de l'usage qui était responsable de ces pneumopathies très graves dont on a beaucoup parlé avant la Covid, qui ensuite ont disparu des écrans de télé, peut-être parce que les gens ont respecté les recommandations.
Alors le cancer bronchique, grosse question, parce que les études sont controversées. Les études épidémiologiques sont discordantes. Un travail de 2015 ne montrait pas d'association directe entre l'exposition à la fumée de cannabis et le risque de cancer bronchique. Toutefois, on sait que le fait qu'ils fument du tabac et du cannabis, ça rend très difficile l'interprétation de ces études, et notamment, est-ce que c'est lié au seul cannabis ou pas. Donc il y a une revue systématique de 2019 étudiant cette association, et toutes ces études, on voyait qu'il y avait un risque élevé à modéré de biais dans les études, avec un effectif limité de fumeurs exclusifs de cannabis, et des ajustements inadéquats, facteurs de confusion, donc pas très très bonnes. Donc ce qui serait bien, c'est des études de cohorte sur une durée de 20 ans, par exemple, chez des fumeurs réguliers de cannabis, sans tabac ou avec tabac, et de les comparer. Alors, on est sur sa fin, mais on reste sur sa fin, mais on a quand même deux données. C'est que si la dose est importante, l'odeur ratio est association significative, au-delà de 10,5 joints année, dans l'étude d'Aldington, et au-delà de 11 années d'usage, dans l'étude de Hahn. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a dans le tabac, c'est que la dose et la durée c'est important. Et même si on ne peut pas interpréter ça de façon, je ne suis pas statisticien, mais on sait que dans le tabagisme, la durée du tabagisme compte beaucoup plus que la dose. C'était Catherine Hill qu'on a revue à la télé avec la Covid sur les plateaux de télé. Catherine Hill, épidémiologiste, disait que si on multiplie le risque, si on multiplie la dose par 2, on multiplie le risque par 2. Si on multiplie la durée par 2, on multiplie le risque par 20. En termes de tabac pur, hein, sans cannabis. On a l'impression qu'on retrouve un petit peu quelque chose comme ça avec ces études avec le cannabis. Mais comme c'est souvent associé au tabac, c'est pas facile. Donc le cancer du poumon, a priori, chez les fumeurs de joint, il est dû au tabac, c'est sûr, et peut-être que le cannabis a un effet qui se surajoute. Alors ça, c'est pas trop connu non plus, c'est le cannabis, c'est les épanchements gazeux intrathoraciques. Le plus connu, c'est le pneumothorax, mais il y a aussi des pneumomédiastins, des pneumopéricardes, que ce soit des consommateurs mixtes ou exclusifs de cannabis. Donc, le pneumothorax peut être dû soit des petites bulles d'emphysème en périphérie du poumon, sous-pleural, qui, sous l'effet de manœuvres, on a vu tout à l'heure, apnée, Valsalva, Muller, éclatent dans la plèvre. Mais ça peut être dû aussi simplement à ces manœuvres-là, qui font qu'il y a des pneumothorax. Et puis l'équipe de Tours, dirigée par Patrice Dio à l'époque, c'était Thierry Azoir qui avait publié ça. Non, Eric, pardon, je confonds avec un chanteur, au nom un peu différent. Ils avaient décrit pour la première fois dans une revue anglo-saxonne un cas de pneumorachie, de l'air dans le liquide céphalorachidien, chez un fumeur de cannabis qui faisait la manœuvre de Muller pour augmenter l'absorption du produit. Il y a eu un cas de publié, peut-être d'autres après, mais c'est très très rare. En pratique courante, c'est le pneumothorax qu'il faut bien garder en tête. Un jeune fumeur de cannabis de joint peut avoir une douleur thoracique, il faut penser au pneumothorax. Un très beau pneumothorax gauche avec l'opacité du poumon rétracté autour de son île. On présentait toujours aux jeunes externes qui disaient « Oh là là, quelle grosse tumeur au niveau du île gauche, il faut vite appeler le chirurgien ». En fait, c'est le poumon normal qui est rétracté, il n'y a que de l'air autour. Alors, autre pathologie pulmonaire, il y a des pneumopathies interstitielles desquamatives, ça c'est un terme de pneumologie, c'est un peu compliqué, qui est aussi décrit avec la fumée de tabac. Des pathologies respiratoires liées à l'usage de résine de cannabis frelatée, ça c'est important, qui contiennent des impuretés comme le talc, le sable, billes de verre, et on a un petit peu comme des pneumoconioses, pour les médecins du travail ils connaissent bien ça, avec la silice par exemple.
Et puis on a une autre pathologie extrêmement grave en pneumologie, ce sont les hémorragies intra-alvéolaires, qui ont été plutôt décrits chez les fumeurs de crack, qui sont aussi décrites chez les fumeurs de cannabis, notamment lorsqu'ils utilisent le bang, une pipe à eau, souvent artisanale, avec des bouteilles en plastique. Et dans ce cas-là, le plastique va se dégrader, il va y avoir une exposition aux acides cyanhydriques du plastique. Donc, heureusement, c'est pas très fréquent, mais c'est extrêmement grave. C'est une réanimation et mortalité souvent importante. Un petit catalogue pour terminer. Des allergies respiratoires liées à une sensibilisation au cannabis, chez des fumeurs actifs ou passifs même de cannabis. Et puis, anecdotique si on veut, mais après transplantation d'un poumon provenant d'un ancien fumeur de cannabis, il n'y avait pas de différence de survie entre non-fumeurs et fumeurs de cannabis. Donc, s'ils veulent faire une bonne action, post-mortem, ils peuvent donner leur poumon. J'ai mis la référence 2017. Je suis fumeur de cannabis, mais je soigne les autres. Alors, les nouveaux modes de consommation, il y a la vaporisation de cannabis chauffé avec des températures 85-110 degrés, donc un petit peu en dessous de la cigarette électronique classique. Mais bon, on n'est pas loin de certaines cigarettes électroniques. Sans combustion, hein, c'est le Heat Not Burn Tobacco Product, qui sont le tabac chauffé. Donc là, il faut faire attention. Sur le tabac chauffé, là, les températures atteignent 300 degrés Celsius. Donc l'IQOS et tout ça, c'est très très mauvais. Il y a une grosse, j'ouvre une parenthèse, il y a une grosse confusion auprès du grand public entre la cigarette électronique et le tabac chauffé qui sont vendus chez les buralistes dans les mêmes vitrines. Moi, j'ai été voir buralistes qui vendent des revues, des timbres, etc., qui fait la poste, notamment dans mon petit village, à côté du CHU. Ils font la poste a fermé. Et dans la même vitrine, vous avez l'IQOS et à côté une cigarette électronique. Donc il faut mieux l'acheter dans une boutique spécialisée où ils ne vendent pas de produits du tabac, pas de tabac chauffé. Donc ce terme anglais Heat Not Burn n'est pas très approprié à mon avis parce que les températures sont plus proches d'une cigarette électronique qui chauffe peu que du tabac chauffé qui chauffe à 300 degrés, qui libère du CO, du monoxyde de carbone, des cancérigènes, etc. Donc les produits utilisés, ça peut être l'herbe, la résine ou l'huile de cannabis. Et puis des cannabinoïdes de synthèse, que vous connaissez mieux que moi, produits par des laboratoires clandestins, sont vendus sur Internet avec des noms qui font rêver. Moi, j'aime bien Buddha Blues, mais enfin bon, après ça fout le blues, quoi. Sous forme de poudre ou d'huile. Un collègue à Poitiers qui était biochimiste, il a pris sa retraite, Patrick Murat, a écrit un article à notre demande pour la revue des maladies respiratoires. Il était très très branché Buddha Blues, mais je pense qu'il n'en consommait pas. Alors ces cannabinoïdes de synthèse, ont une très forte affinité pour les récepteurs CB1 et CB2. Ils sont toxiques même à faible dose. Buddha Blues ou pète ton crâne, hein, on dirait du Sarkozy dans le texte. Hein, là, c'est pas casse-toi pauvre crâne, mais c'est pas ça. Peut provoquer une dépression respiratoire, là c'est moins drôle, parfois mortel, c'est encore moins drôle. Donc, on part d'un truc rigolo pour arriver à un truc pas drôle du tout. Et les symptômes d'overdose, il y a des signes qu'il faut prendre en considération au début, hein, les hallucinations, la paranoïa, l'agitation, des comportements agressifs, et après évidemment quand c'est presque fini, détresse respiratoire ou, au moindre mal, un infarctus du myocarde. Alors, le cannabis et cannabinoïdes à des fins médicales en pneumologie, ça a été beaucoup d'études en oncologie thoracique. Certains cannabinoïdes permettent de mieux contrôler les symptômes et les effets secondaires de certains traitements du cancer, notamment après la chimiothérapie, mais aussi après la radiothérapie. Des médicaments contenant des cannabinoïdes ont été créés pour traiter les douleurs rebelles, les nausées, les vomissements. Donc là, on est beaucoup dans le domaine du cancer aussi, mais c'est pas que. Mais avec comme recommandation, si les antiémétiques standards sont insuffisants, évidemment. Et d'autres études
qui sont cités, je pense, dans la revue qu'on avait rédigée à l'époque pour la presse médicale. Le cannabis pourrait aider les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, ils sont de plus en plus nombreux, en complément des options classiques du traitement, et à faire des études complémentaires, ce serait de mieux contrôler les facteurs inflammatoires de l'infection à SARS-CoV-2, ce fameux orage immunitaire dont on entend parler à la télé, puis maintenant on parle que de la guerre, bien sûr. Un malheur chasse l'autre. Donc, en conclusion, ça va plutôt être une prise en charge, rôle des soignants. C'est important de repérer précocement l'usage de cannabis, comme le tabac. J'ai connu une époque, dans les années 89-90, où les patients parlaient pas du cannabis, ils avaient honte. Maintenant, ils en parlent très facilement. Donc, il faut peut-être poser la question quand même, s'ils vont peut-être pas l'aborder spontanément. Et si on leur pose la question, ils vont aller carrément vont raconter leur histoire sans problème. Faire une évaluation complète, donc vous connaissez, somatique, addictologique, cognitive, psychiatrique et sociale. Et puis recommander l'arrêt du cannabis et du tabac. Alors, il n'y a pas de médicaments spécifiques. On avait eu une époque l'espoir du Rimonaban, mais qui n'a pas eu la MM dans le sevrage du cannabis. C'était la Complia, le nom commercial, mais ça a été utilisé pour d'autres pathologies, mais il n'y a pas eu la MM dans le fumeur de cannabis. Donc, des anxiolytiques, comme la Tarax par exemple, les traitements substitutifs nicotiniques, toujours associés à une aide psychologique, donc thérapie cognitive et comportementale. D'ailleurs, je suis content d'être à Bordeaux, puisque c'est à Bordeaux que j'ai fait mon DU de TCC chez le professeur Bourgeois, qui posait des questions perverses. Dans 2 hors-sujets sur les 4 questions. Donc il faut adresser les patients à la personne en qui on a confiance, mais l'Exapa me semble une excellente indication. Le nôtre est situé juste en face de l'hôpital psychiatrique, de l'autre côté de la route de Limoges. Donc on peut y aller à pied, c'est pas difficile. Consultation jeunes consommateurs, vous connaissez ça mieux que moi. Et voilà, un petit fumeur de cannabis à la Bob Marley, pour vous remercier de votre attention. Et des références que vous pouvez me demander, parce qu'elles sont payantes chez Elsevier Masson, par mail, et je vous adresserai les PDF avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre attention.